appréhender ce moment de grande transformation que nous vivons et auquel nos sociétés sont toutes confrontées. La grande transformation démographique qui bouscule aujourd'hui l'Afrique comme l'Europe et tous les continents, il faut bien le dire. La grande transformation écologique et environnementale, plus criante que jamais. La grande transformation des inégalités et la grande transformation technologique. Le rôle de la France est de proposer une voie humaniste pour relever ces défis. Et avec l'Europe, précisément, de proposer une nouvelle organisation collective. Cela suppose avant tout, et c'est le préalable, si je puis dire, de changer quelque peu notre approche diplomatique. On ne peut plus se contenter de suivre les évolutions politiques ou les déclarations des acteurs traditionnels sans essayer de mieux décrypter les identités profondes, les forces qui sont à l'œuvre et déterminent le cours des choses dans de nombreux pays. Nous avons trop constaté en quelque sorte ce que nous ne voulions pas voir d'événements politiques ces derniers semestres, sans nous interroger sur nous-mêmes. Regardons-nous assez les identités profondes, les imaginaires collectifs des peuples que j'évoquais à l'instant. Je pense qu'il faut davantage le faire et réinventer nos propres méthodes. Et parfois, ce que nous ne voulons pas voir advient parce qu'il y a une logique profonde propre au peuple du pays. Il faut sans doute en comprendre davantage l'intimité pour mieux anticiper ce cours des choses. Mais il nous faut aussi saisir ce qu'il y a de progressiste et d'humaniste dans ces visions du monde et partant les voies et moyens d'initiatives nouvelles et chercher dans chacun de ces pays nos alliés, les voies de passage, les moyens pour construire de nouvelles coopérations et alliances. Nous devons accepter de le faire avec des alliances de circonstances, ou plutôt des alliances tactiques, concrètes selon les sujets, et sur le fondement de principes et d'objectifs clairs. Avec toujours le respect de la souveraineté populaire nationale, je l'ai déjà évoqué. Cela limite l'interventionnisme militaire, ou plus exactement, cela nécessite de toujours inscrire notre action dans une dynamique et un projet politique porté au plus près des peuples, mais cela signifie aussi que nous devons à chaque fois œuvrer pour que tous les acteurs non étatiques contribuent à cette nouvelle régulation du monde, en respectent les règles et ne puissent en être en quelque sorte les passagers clandestins ou les arbitres cachés. La réponse ne passe donc pas par l'unilatéralisme, mais bien par une réorganisation de notre action autour de quelques biens communs stratégiques et par la construction de nouvelles alliances. En premier lieu, c'est en matière de lutte contre le changement climatique. D'abord, l'accord de Paris sur le climat doit continuer à être défendu. Nous voyons tous les jours, avec l'intensification des extrêmes climatiques et des catastrophes naturelles, la confirmation de l'urgence de ce combat. Et nous continuons à le mener et nous continuerons avec des actions concrètes. Le sommet One Planet, dont la France a pris l'initiative, avec l'ONU et la Banque mondiale, le 12 décembre dernier à Paris, a permis d'adopter des engagements financiers nouveaux, substantiels. Et un nouveau sommet international de suivi sera organisé le 26 septembre prochain à New York. Nous devons continuer à mobiliser tous les acteurs engagés dans cette lutte. Entreprises, organisations non gouvernementales, collectivités locales, grandes fondations internationales. Ce combat pour la planète restera au cœur de notre politique étrangère, comme l'a montré la place prise par ce thème dans les visites que j'ai pu faire au Saint-Siège, en Chine ou en Inde, en particulier avec le premier sommet de l'Alliance solaire internationale que nous avons organisé avec l'Inde. Il doit se traduire aussi par la négociation et l'adoption d'un nouveau pacte mondial pour l'environnement qui est à mes yeux un objectif prioritaire et qui impliquera la mobilisation de l'ensemble de notre diplomatie. Mais également par la préparation active des grandes échéances de négociation sur la biodiversité en 2019 et 2020 et une mobilisation sur le sujet des océans comme des pôles qui impliquera, là aussi, la mobilisation de nombreux postes. Cette diplomatie environnementale est majeure pour répondre à ce grand bouleversement du monde. Elle est majeure parce qu'elle caractérise l'engagement français et européen en la matière,
parce qu'elle permet de nouer de nouvelles alliances, en particulier avec la Chine et plusieurs autres puissances, et donc construire, là aussi, une nouvelle forme de coopération internationale, et parce qu'elle permet très profondément de répondre à nos intérêts sur le court, moyen et long terme. Le deuxième bien universel que nous avons replacé au cœur de notre politique de coopération internationale, c'est l'éducation, la culture, le savoir. La France, en effet, a montré son engagement en organisant avec le Sénégal la conférence de reconstitution du Partenariat mondial pour l'éducation à Dakar, il y a quelques mois, qui a permis de lever plus de 2 milliards d'euros pour l'éducation dans le monde, en particulier l'éducation des jeunes filles, et pour laquelle la France a multiplié sa contribution par 10. C'est à mes yeux tout à la fois notre rôle universaliste et humaniste, mais aussi la contribution la plus essentielle que nous pouvons apporter à la crise démographique que j'évoquais tout à l'heure. Partout où la démographie flambe de manière inconsidérée, c'est parce que l'éducation a reculé, et en particulier l'éducation des jeunes filles. Et c'est un discours que la France doit savoir porter. Combien j'ai été attaqué lorsqu'il y a un peu plus d'un an, j'ai porté ce discours à Hambourg. Mais les dirigeants africains l'ont eux-mêmes repris, porté, et l'appliquent avec courage. Mais partout où la démographie s'est mise à flamber, avec 7 ou 8 enfants par femme, c'est là où les mariages forcés ont repris, c'est là où l'éducation des jeunes filles a reculé. Et qu'on me présente les pays où toutes les jeunes femmes ont choisi d'avoir 8 ou 9 enfants. Qu'on me les présente, avant de dire que ce serait une forme de néo-impérialisme que de tenir ces discours à Paris. Non, il faut surtout aider ceux qui les tiennent dans chacune de leurs capitales. La lutte pour l'éducation est la meilleure réponse à tous les obscurantismes et les totalitarismes. L'éducation, la culture, l'intelligence sont au cœur de ce combat que nous devons mener partout. C'est la seule réponse durable au défi démographique mondial. Et c'est ainsi que nous lutterons en profondeur contre les inégalités, en particulier entre les femmes et les hommes. Et c'est pourquoi j'ai fait, dans notre pays comme à l'international, de l'éducation une priorité absolue. Et je crois profondément que sur ce sujet, la France a un rôle inédit à jouer. D'abord parce que c'est son histoire, sa tradition. Depuis un an, nous avons construit une stratégie éducation ambitieuse, de la maternelle à l'université, qui, je crois, donne une crédibilité toute particulière à notre pays en la matière. Mais considérons aussi de plus près ce que nous sommes et les atouts que nous avons. Nous avons à Paris le siège de 3 organisations internationales essentielles en ces domaines. L'UNESCO, dont la nouvelle directrice générale a commencé à mener une action résolue que nous appuyons avec force. L'OCDE, qui a acquis une crédibilité incontestée en matière d'évaluation des performances éducatives. L'Organisation internationale de la francophonie, dont c'est aussi une ambition forte et une des priorités. Et nous avons lancé ces dernières années plusieurs projets. L'initiative ALIF, pour protéger le patrimoine culturel menacé, et plusieurs autres, qui accroît encore cette force. Ajoutez à cela notre rôle accru au sein du Partenariat mondial pour l'éducation que je souhaite encore plus actif et présent à Paris. Nous avons tout pour faire de la France un écosystème mondial du savoir, de l'intelligence et de la culture que vous devez faire rayonner à travers le monde, à travers la coopération universitaire, scientifique et de recherche. Je crois que c'est à la fois un bien commun essentiel que nous devons défendre, mais je crois que c'est aussi un levier formidable d'influence pour notre pays. Le troisième bien commun, c'est la santé. Sur ce sujet, la France reprendra le fil de ses engagements en réunissant le 10 octobre 2019 à Lyon la conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Mais d'ici là, je souhaite que nous reprenions avec force l'important combat mené contre les faux médicaments et que la France avait initié. Et que nous intensifions notre implication dans la lutte contre les grandes pandémies. Je pense en particulier à la lutte contre Ebola en Afrique centrale. Le quatrième bien commun fondamental, c'est l'espace numérique. Nous devons à la fois accompagner dans son essor, investir pour la promotion de nos intérêts stratégiques et économiques et encadrer pour qu'il puisse être accessible à tous et protecteur de nos droits fondamentaux, ce grand bouleversement en cours. C'est exactement le sens du sommet Tech for Good organisé à Paris au printemps dernier
et que nous renouvellerons chaque année pour encourager la réflexion sur les régulations indispensables dans ces nouveaux secteurs avec l'ensemble des acteurs internationaux et pour prendre aussi des mesures et des engagements concrets. Qu'il s'agisse de fiscalité, de respect de la vie privée, des droits sociaux, d'éthique, nous devons forger des réponses respectueuses de la souveraineté des pays en n'acceptant jamais que tel ou tel acteur économique, tel ou tel espace de l'activité humaine puisse échapper à notre souveraineté et à notre vigilance. C'est le sens de l'engagement que nous avons pris, en particulier avec le Royaume-Uni, au niveau européen comme au niveau international, pour lutter contre la diffusion des messages terroristes ou des contenus à caractère terroriste. C'est le travail de régulation que nous continuerons à mener au niveau européen et international pour précisément accroître les bonnes pratiques dans le domaine. Le 12 novembre prochain, à Paris, se tiendront en même temps l'Internet Governance Forum et le Civic Tech Forum, qui permettront des avancées sur ces sujets. Je veux faire de la France un centre majeur d'attractivité, mais aussi de réflexion et de construction de ces règles nouvelles. Parler des biens communs et de cette nouvelle grammaire de la mondialisation, c'est également parler de notre organisation collective en matière de commerce. Le commerce international n'est définitivement pas équitable. L'organisation collective que nous avons aujourd'hui n'est pas des plus efficaces. Mais y répondre par l'unilatéralisme absolu et la guerre commerciale est la moins bonne des réponses. La réponse doit passer par une refondation en profondeur de notre ordre mondial international. C'est pourquoi j'ai invité dès mai dernier à l'OCDE à lancer un groupe de travail conjoint entre les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Japon. Nous devons clarifier les règles existantes, améliorer le règlement des différends, adopter une régulation plus efficace sur le plan international et intégrer dans notre politique commerciale nos propres exigences sociales et environnementales. On ne peut pas avoir une politique commerciale qui, en quelque sorte, serait pensée à part de tout. J'invite ainsi les représentants de ces puissances, en marge du 11 novembre prochain à Paris, à tenir une première conférence sur ce sujet. Je pense que nous pouvons en quelques mois bâtir un système plus efficace et plus équitable, et que nous pouvons ne pas céder, en effet, là aussi, à l'hégémonie de l'un et à la division de tous. Je crois en effet également qu'en matière sociale, notre ordre mondial peut être bien mieux régulé. Et je pense que les 100 ans de l'OIT en 2019 doivent nous permettre d'aller plus loin et de marquer une nouvelle ambition. Partout où la mondialisation est critiquée, ce qu'on critique, ce sont ces aberrations sociales. Ce que critiquent les classes populaires et moyennes, au Royaume-Uni, aux États-Unis comme dans notre pays, c'est le fait qu'elles ne s'y retrouvent plus. Que cet ordre a construit des inégalités que j'évoquais tout à l'heure, qui ne sont plus soutenables. Il nous faut donc les penser, non pas les uns contre les autres, mais construire, comme nous avons su le faire dans d'autres domaines, les voies et moyens d'une coopération internationale qui puisse nous aider à définir des standards communs. Et donc penser là aussi la convergence de ceux qui le veulent et la coopération de tous. C'est pourquoi je veux faire de la question des inégalités le sujet majeur de l'engagement français durant l'année qui s'ouvre, notamment au G7 que nous présiderons en 2019. C'est au total cette refondation de l'ordre mondial qui est notre cap. La France et l'Europe y ont un rôle historique à jouer. Je ne crois pas que l'avenir du monde se bâtira sur des hégémonies, ni sur des théocraties, ni sur de nouveaux totalitarismes. Mais cela suppose un sursaut immédiat de nos démocraties. Nous ne gagnerons pas cette bataille en disant simplement que les démocraties ont par définition raison. Quand nous voyons partout les extrêmes monter et cet ordre international se désagréger. Quand je parle d'un multilatéralisme fort, cela suppose de regarder ce qui, pour nos concitoyens, constitue des défis essentiels et de savoir y apporter une réponse internationale. C'est bien sur les failles de la gouvernance mondiale et l'affaiblissement des démocraties que la paix chèrement acquise de 1918 s'est brisée au cours des années 30. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'inviter à Paris, pour les cérémonies du 11 novembre, plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui inaugureront le premier forum de Paris sur la paix.
Ce forum vise à renforcer notre action collective en associant États, organisations internationales, au premier rang desquelles l'ONU, avec la société civile. Les ONG, les entreprises, les syndicats, les experts, les intellectuels, les groupes religieux. La gouvernance internationale doit se décliner concrètement et chaque citoyen peut y prendre part. Cette refondation suppose précisément ce temps de réflexion et ce sursaut commun. C'est celui, j'espère, que nous saurons faire vivre le 11 novembre prochain à Paris. Cette refondation suppose aussi que nous reconcevions nos organisations, nos instruments de concertation et nos coalitions. En 2019, la France présidera donc le G7. Je souhaite que nous puissions en renouveler les formats et les ambitions. Nous devons, en restant un groupe cohérent, porté par des niveaux de développement et d'exigence démocratique communs, nouer un dialogue plus fort avec la Chine sur le climat et le commerce, avec l'Inde sur le numérique, avec l'Afrique sur la jeunesse. En tout cas, nous ne devons pas reproduire ce théâtre d'ombre et de division qui, je crois, nous a davantage affaiblis qu'il ne nous a fait avancer. Je proposerai donc d'ici à la fin de l'année aux autres pays membres une réforme, en lien d'ailleurs avec les États-Unis, qui prendront après nous la présidence du G7 en 2020. Dans le monde entier, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, ce sont ainsi de nouveaux équilibres, de nouvelles relations qu'il nous faut repenser sur la base du travail en profondeur que je vous ai demandé. Ainsi, en mars et mai dernier, j'ai proposé à New Delhi puis à Sydney de travailler à un nouvel axe indo-pacifique stratégique qui ne doit pas être dirigé contre quiconque et peut être une contribution essentielle à la stabilité internationale. Nous sommes une puissance indo-pacifique, avec plus de 8000 hommes dans la région et plus d'1 million de nos concitoyens. Nous devons en tirer toutes les conséquences et je souhaite que vous puissiez décliner cet axe de l'océan Indien à l'océan Pacifique, en passant par l'Asie du Sud-Est, de manière résolue, ambitieuse et précise. Nous devons en effet construire une nouvelle relation à l'Asie. Elle se bâtira notamment autour de notre dialogue essentiel et fructueux avec la Chine. J'ai dit que je m'y rendrai chaque année et j'ai jeté les bases de ce dialogue il y a quelques mois à Xi'an. La Chine a posé l'un des concepts géopolitiques les plus importants des dernières décennies avec ses nouvelles routes de la soie. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas. Nous ne devons céder à aucune fascination coupable ou court-termiste. C'est une vision de la mondialisation qui a des vertus de stabilisation de certaines régions, mais qui est hégémonique. Et je souhaite donc que la France puisse porter une voie d'équilibre et de préservation à la fois de nos intérêts et de notre vision du monde dans ce dialogue constructif, exigeant et confiant avec la Chine. Notre relation avec le Japon est essentielle, qui présidera le G20 en même temps que nous le G7 et qui fut notre dernier invité du 14 juillet avec Singapour et dont l'actuelle saison culturelle en France montre la profondeur de nos liens. Les relations avec l'Inde, la plus grande démocratie du monde, et avec l'Australie, dans le cadre de la stratégie indo-pacifique, sont essentielles. Mais c'est plus particulièrement avec l'Afrique que nous devons refonder ces coalitions contemporaines que j'évoquais à l'instant et notre capacité, précisément, à influer sur le cours du monde. La leçon que nous donnent l'Éthiopie, le Libéria ou la Sierra Leone est qu'il n'y a pas de fatalité dans l'instabilité africaine, qu'il s'agisse des conflits internes ou des conflits entre voisins. L'Afrique n'est pas seulement notre interlocuteur pour parler des crises qui l'affectent, elle est d'abord notre allié pour inventer les grands équilibres du monde de demain. C'est pourquoi je vous demande à tous d'être les acteurs de ce dialogue. La relation avec l'Afrique, et c'est un message essentiel que je veux ici vous faire passer, n'est pas que l'affaire de nos ambassadeurs en Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je parle de l'ensemble du continent africain, dans sa diversité et ses richesses. Comme je l'ai expliqué dans mon discours à Ouagadougou, en invitant tous les talents de nos deux continents, et notamment les jeunes Européens et Africains, à dialoguer sur leur avenir commun. L'importance de l'Afrique pour la France, c'est non seulement celle du voisin le plus proche, mais aussi une partie de notre identité. À travers notre histoire commune, à travers les diasporas que j'ai prévu de rencontrer cet automne. Et c'est pour nous la nécessité
de mieux impliquer dans le renouveau de notre relation avec le continent ces dernières. Je compte également sur la contribution des membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique que je salue pour leur engagement à mes côtés. Jamais nous ne remporterons la bataille que j'évoquais sur les biens communs. Jamais nous ne parviendrons à construire ces nouvelles coopérations et alliances pour l'ordre international qui est le nôtre sans l'Afrique. Jamais nous ne remporterons la bataille pour la biodiversité ou contre le dérèglement climatique sans une participation active des pays africains. Je me rendrai au printemps prochain à Nairobi, au siège du PNUE, pour poursuivre la dynamique du sommet One Planet en Afrique sur le terrain. L'Afrique est également le continent où se joue l'avenir de la francophonie, et dans une large mesure, celui de notre langue, de notre influence culturelle. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté le soutien de la France à la candidature endossée par l'Union africaine au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, dans la perspective du sommet d'Erevan le 12 octobre prochain. Nous avons lancé à Lagos en juillet dernier la saison des cultures africaines qui sera organisée en France en 2020 et qui permettra pour la première fois à l'Afrique de se raconter elle-même en France, dans tous les lieux de culture. Ngoné Fall sera la commissaire générale de cette saison culturelle. Je recevrai également cet automne le rapport de Bénédicte Savoy et de Felwine Sarr sur la restitution temporaire ou définitive à l'Afrique de son patrimoine culturel. Ce que nous construisons, ce faisant, touche par touche, et je ne peux détailler tous les axes de cette politique, c'est en quelque sorte la conversion d'un regard réciproque. Celle qui va permettre à la France de regarder différemment l'Afrique, mais à l'Afrique également de se dire différemment, de raconter son propre passé, son propre présent, différemment à la face du monde, et de construire un nouvel imaginaire entre la France et le continent africain. Je crois que c'est un élément essentiel de notre diplomatie, car c'est l'une des clés des réponses à l'instabilité qui existe dans plusieurs régions d'Afrique, et c'est l'une des clés au rééquilibrage de notre relation, sur tous les plans. L'Afrique est bien entendu aussi notre voisin méditerranéen. Nous sommes attentifs aux relations privilégiées que nous avons avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où je me suis déjà rendu. J'aurai aussi l'occasion de faire une visite au Caire dans les prochains mois, au moment où l'Égypte prendra la présidence de l'Union africaine. Et j'ai annoncé, en début d'année à Tunis, l'organisation d'un sommet des deux rives, qui serait construit sur la base de l'actuel dialogue 5+5, mais de manière encore plus inclusive, avec une forte contribution des sociétés civiles. 10 ans après l'Union pour la Méditerranée, il nous faut retrouver le fil d'une politique méditerranéenne différente, en tirant tous les enseignements de ce que nous avons réussi et de ce que parfois nous ne sommes pas parvenus à faire, en impliquant toutes les sociétés civiles, mais en refondant une politique méditerranéenne plus inclusive qui est aussi sans doute l'une des conditions à la reconsolidation du Maghreb. Pour parler de la jeunesse, de la mobilité, de l'énergie, des échanges universitaires, cette politique est indispensable et nous allons dans les prochains mois préparer ce sommet qui se tiendra à Marseille au début de l'été 2019. Notre troisième objectif, mesdames et messieurs, est de renforcer l'influence de la France dans ce contexte. Je l'évoquais au début de mon propos en parlant de l'importance de la diplomatie économique. Notre pays a certes attiré cette année davantage d'investissements, de tourisme, de talents, mais nous avons encore de nombreux défis. La France gagne aussi dans le domaine sportif avec l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 ou la victoire des Bleus qui ont fait vibrer tout le peuple français en rapportant la Coupe du Monde. Et cette victoire, la manière dont nos joueurs et nos concitoyens l'ont célébrée, ne font qu'augmenter les attentes vis-à-vis de la France. Ce renforcement de l'attractivité dans tous les domaines, vos efforts y ont activement contribué. Ils ont été appuyés par les manifestations inédites que nous avons organisées depuis le début de l'année à Versailles, à Paris ou ailleurs, sur l'investissement avec le sommet Choose France, sur les nouvelles technologies avec Vivatech ou sur l'intelligence artificielle avec la présentation de la stratégie française devant de nombreux spécialistes internationaux à la fin de l'hiver. J'attends votre mobilisation quant au suivi de ces rencontres. Nous répliquerons chaque année et qui nécessitent nombre d'actions concrètes.
Des annonces importantes ont d'ores et déjà été faites à ces occasions par plusieurs grands groupes étrangers, montrant qu'il est possible de les faire travailler chez nous, en approfondissant avec eux un dialogue exigeant sur les aspects les plus complexes, la sécurité, la fiscalité, l'économie numérique. Et c'est dans ce même esprit que j'ai souhaité que la France puisse accueillir en 2023 les Olympiades des métiers, et je voudrais que toutes nos ambassades se mobilisent pour accompagner notre candidature, car cela contribue aussi de ce rayonnement économique indispensable. Dans le même temps, nous devons plus que jamais faire rayonner notre culture et notre langue. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Nous sommes sortis d'une vision défensive de la langue pour promouvoir enfin une politique offensive et décomplexée de la promotion du français et du plurilinguisme qui accorde précisément toute leur importance aux langues régionales, qui reconnaît pleinement la place des auteurs africains et du monde entier dans la création littéraire francophone. Je remercie à ce titre la représentante personnelle pour la francophonie, Laïla Slimani, pour son action dans ce domaine. Nous savions depuis des années, grâce à nos actions de coopération sur le terrain, qu'un changement de paradigme était indispensable. C'est aussi pour cela que j'ai décidé de stabiliser pour la deuxième année consécutive le budget de notre coopération culturelle en 2019. D'ores et déjà, nous avons augmenté de 50% le nombre d'heures de français proposées aux réfugiés, accru de 20% le nombre d'écoles bilingues à l'étranger labellisées France Éducation, réuni tous les opérateurs concernés dans un consortium chargé de la formation des enseignements en Afrique francophone. Je salue également la création d'une chaire francophone au Collège de France. Ces avancées sont considérables. Elles sont également favorisées par le dynamisme des journalistes de France Média Monde. Et j'entends bien poursuivre avec vous et vous demander de redoubler d'efforts en ce sens, en lien avec l'Organisation internationale de la francophonie, comme en lien avec l'ensemble, justement, des opérateurs, dont TV5 Monde et l'Agence universitaire de la francophonie. Toutes ces actions d'influence ne seront possibles et efficaces en complément de la diplomatie économique que j'évoquais, que si nous redonnons à notre politique d'aide au développement une ambition nouvelle et en faisons une véritable politique d'investissement solidaire. La France, en effet, inscrit sa politique de partenariat et de solidarité internationale dans la poursuite des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour être à la hauteur de ces objectifs, j'ai décidé que notre nouvelle politique bénéficierait de moyens accrus après une longue période de baisse, pour atteindre 0,55% du revenu national brut en 2022. D'ores et déjà, pour garantir cette montée en puissance, le budget 2019 comptera 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement supplémentaires. Mais, je vous l'avais dit il y a un an, les moyens financiers à eux seuls ne sont pas suffisants. C'est une nouvelle méthode qui est nécessaire, à la fois en France et chez nos partenaires. D'ores et déjà, une nouvelle gouvernance a été mise en place, avec la création d'un Conseil national du développement. Le Premier ministre a reçu vendredi dernier le rapport qu'il avait demandé au député Hervé Berville. Et je remercie ce dernier pour le travail qu'il a mené et la large consultation ainsi conduite. Comme il le propose, une nouvelle dimension partenariale sera mise en place pour mieux associer la société civile, la jeunesse, les entreprises, les diasporas. Cela implique d'agir au plus près du terrain. Et je soutiens, à cet égard, la proposition de rehausser les moyens mis à disposition directement de nos ambassades pour encourager les initiatives locales. Sur l'égalité femmes-hommes, sur le soutien à l'innovation, vous devez être les premiers acteurs et les premiers relais de la volonté politique que j'ai exprimée. Je soutiens également l'idée d'une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour entériner notre trajectoire d'aide et rénover le cadre de notre politique de coopération internationale. Une politique ambitieuse d'évaluation sera mise en œuvre pour suivre les résultats de cette aide en toute transparence et des réorganisations profondes seront conduites autour de l'AFD. Je vous demande également de bien veiller dans le monde entier à ce qu'une grande cohérence et une grande complémentarité soient respectées entre nos priorités nationales et les programmes européens de coopération et de développement. C'est, je crois, un gage de cohérence et d'efficacité pour nous tous. Je finirai mon propos par le quatrième axe développé l'année dernière,
sans doute encore plus d'actualité aujourd'hui, qui est notre priorité européenne. Mais j'ai au fond, tout au long de mon discours, rappelé l'importance de l'Europe, qu'il s'agit de notre sécurité, de notre capacité à refonder l'ordre international ou de promouvoir notre propre intérêt. Le faire seul est la plupart du temps, si ce n'est voué à l'échec, beaucoup moins efficace. Le faire avec une voix européenne forte, cohérente, est, je crois, le gage de notre réussite. Depuis un an, et notre dernier échange, nous avons proposé, nous avons avancé, nous avons d'ores et déjà construit des alliances. Lors du discours de la Sorbonne en septembre dernier, j'ai proposé une vision complète, ambitieuse d'une Europe plus souveraine, plus unie et plus démocratique. Sur cette voie, nous avons déjà obtenu de premiers résultats en matière de défense, je les évoquais tout à l'heure, en matière de travail détaché, en matière de convergence sociale et fiscale, de politique commerciale. Nous aurons dans les prochains mois à continuer le travail en matière de migration ou de numérique. Nous avons sur cette base, et compte tenu du contexte politique que notre premier partenaire allemand a eu à connaître, mené un travail durant plusieurs mois qui a permis à Meseberg, en juin dernier, de sceller une étape historique entre la France et l'Allemagne et de construire un document stratégique qui, sur tous ces points, y compris celui d'un budget de la zone euro, nous fixe un agenda commun d'ici à 2021 qui permettra, je crois, de développer de manière cohérente cette vision d'une Europe souveraine, unie et solidaire qui doit être la nôtre. Culture et éducation, climat et énergie, santé et alimentation, numérique et innovation. Dans chacun de ces domaines, nous avons avancé et proposé une initiative commune. Nous avons aussi adopté une méthode ambitieuse, celle de parler à tout le monde, là aussi en Europe. J'ai visité en un an plus de la moitié des pays de l'Union européenne. J'ai évidemment échangé avec l'intégralité, de manière bilatérale, des chefs d'État et de gouvernement. J'ai souhaité marquer le premier été par une tournée en Europe centrale et orientale. Et je serai demain au Danemark, où aucune visite d'État n'a eu lieu depuis 36 ans, puis en Finlande. Nous avons parfois oublié certains pays de l'Europe sous prétexte que nous les voyions à chaque Conseil européen. Mais il y a à convaincre, à comprendre aussi la dynamique profonde de nombre de peuples européens, à construire une relation bilatérale forte qui serve notre politique européenne. L'Europe ne se fait ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Berlin. Elle se construit dans la diffusion inlassable de nos idées, de nos projets, de manière non hégémonique. Mais je vous le dis aujourd'hui, avec gravité et humilité, ce combat européen ne fait que commencer. Il sera long, il sera difficile. Il sera au centre de l'action de la France tout au long de mon mandat et en particulier dans l'année qui s'ouvre. Car nous sommes au milieu d'une crise européenne. Partout en Europe, les doutes sont là. Le Brexit en est un symptôme. La montée des extrêmes est presque une règle générale et la France fait figure d'exception. Les divisions entre le Nord et le Sud sur le plan économique, entre l'Est et l'Ouest sur les sujets migratoires, fracturent encore trop souvent notre Union européenne. Et nous vivons aujourd'hui une crise politique sur les migrations à laquelle nous devons faire face. Alors, face à cela, quelle réponse apporter? Ne rien renoncer de l'ambition exprimée il y a un an. Rien. Au contraire. Apporter davantage de clarté et quelques angles que je veux ici, pour conclure mon propos, partager avec vous. D'abord, de quelle Europe parlons-nous? Quand nous parlons à l'Afrique, quand nous parlons de nous-mêmes, quand nous parlons de tous ces grands défis. Périmètre, le contour de cette Europe ne doit pas non plus faire l'objet d'une forme de confort intellectuel. L'Union européenne n'est pas écrite de tout temps. Et les modifications de son périmètre ne sont ni un drame, ni forcément un mouvement qu'on devrait subir. Et il y a bien évidemment d'abord le Brexit. Mais j'attire l'attention collective. N'y a-t-il pas quelque chose d'absurde dans une Union européenne qui aujourd'hui va consacrer une énergie colossale à discuter du Brexit et en même temps voudrait discuter du début de négociations d'adhésion de l'Albanie ou de tel autre pays des Balkans occidentaux?
Tous ces pays ont quelque chose à voir avec notre histoire, notre stratégie. Mais est-ce que nous sommes là, dans ce cercle initié et lucide? Est-ce que nous pouvons être satisfaits de ce cours des choses? Est-ce que nous pensons que c'est la meilleure manière de répondre à nos défis? Est-ce que nous pensons que les choses vont comme elles vont quand il s'agit du périmètre de l'Europe? De quelle Europe nous voulons? Résolument pas. Alors, pour ce qui est du Brexit, je souhaite que l'accord se fasse d'ici à la fin de l'année en fixant le cadre de nos relations futures. Mais je le répète, le Brexit, c'est un choix souverain qu'il faut respecter. Mais c'est un choix qui ne saurait se faire aux dépens de l'intégrité de l'Union européenne. C'est le choix du peuple britannique pour lui-même, mais pas pour les autres. Et la France souhaite maintenir une relation forte, privilégiée avec Londres, mais pas au prix de la dissolution de l'Union européenne. Et que l'intégrité soit défendue par la capitale dont c'est la cause pour son propre pays est une chose, mais nous avons à défendre l'intégrité de nos valeurs, de notre socle et de l'Union européenne. Et donc nous aurons sur ce point un dialogue exigeant, indispensable. Mais il nous faudra, quoi qu'il en soit, penser la relation de l'Union européenne après le Brexit, avec Londres. C'est indispensable. Et le penser consistera justement à définir, à tout le moins, un partenariat stratégique à construire. C'est la même exigence que je veux à nos frontières. J'ai déjà évoqué le cas de la Russie tout à l'heure, dans le cadre d'une architecture européenne de sécurité et de défense. Mais nous ne pouvons durablement construire l'Europe sans penser notre relation à la Russie et à la Turquie. La penser sans complaisance et sans naïveté. Est-ce que nous pensons aujourd'hui, là aussi, de manière lucide et sincère, que nous pouvons continuer une négociation d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie? Quand le projet chaque jour réaffirmé du président turc, avec lequel j'ai eu une intensité de contact inédite depuis un peu plus d'un an, est un projet pan-islamique, régulièrement présenté comme anti-européen, dont les mesures régulières vont plutôt à l'encontre de nos principes. Résolument pas. Et là aussi, nous devons sortir de l'hypocrisie pour construire une solution, me semble-t-il, plus efficace, plus cohérente pour nous. Il nous faut donc construire un partenariat stratégique qui n'est pas l'adhésion à l'Union européenne, mais un partenariat stratégique avec la Russie et avec la Turquie. Parce que ce sont deux puissances importantes pour notre sécurité collective, parce qu'il faut les arrimer à l'Europe, parce que l'histoire de ces peuples s'est faite avec l'Europe et que nous devons ensemble construire notre avenir. Et donc, sur tous ces plans, il faut une relation que nous avons à réinventer sur un plan exigeant, mais sans céder à l'espèce de tâtonnement bureaucratique auquel nous nous sommes habitués sur ces sujets. Nous sommes sortis de la guerre froide et la Turquie du président Erdogan n'est pas la Turquie du président Kemal. Ces deux réalités sont là, il nous faut en tirer toutes les conséquences. Ensuite, il faut assumer, accepter, porter le fait que cette Europe sera une Europe de plusieurs cercles. Parce que c'est déjà le cas. Et donc il faut accepter qu'il y ait une Europe large, peut-être plus large que l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe étant d'ailleurs cette base la plus large, fondée sur nos principes, qui parfois sont remis en cause au sein même de l'Union. Mais il y a donc la place pour une Europe large, la place pour un marché commun, et en ce cœur, la place pour des coopérations renforcées, une intégration plus forte. Et cela suppose d'avoir un peu d'audace et d'accepter de revisiter des tabous de part et d'autre, les tabous de transfert d'un côté du Rhin, les tabous de changement de traité de l'autre côté du Rhin. Et sur ce point, la vision que porte la France aujourd'hui, celle que nous porterons dans le cadre des échéances à venir, suppose une révision des traités, qu'il s'agisse de la réforme de l'Union européenne comme de la zone euro. Je la souhaite. Et je souhaite que nous puissions la construire sur la base des consultations démocratiques en cours, sur la base des résultats des élections européennes à venir et d'un travail intergouvernemental qui s'imposera dans les semestres qui viennent. Parce que nous avons besoin de repenser notre organisation collective, nous avons besoin d'une commission plus efficace et moins nombreuse, et nous avons besoin de repenser les axes stratégiques de cette Europe. Enfin, nous serons, et nous sommes aujourd'hui, collectivement testés,
Parce que cette Europe, je l'ai dit à plusieurs reprises, et je viens de parler de son périmètre, de son étendue, a à faire face à tous les défis contemporains dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et nous n'avons qu'une réponse européenne crédible, celle de notre autonomie stratégique. La question n'est pas de savoir si nous arrivons à convaincre les États-Unis d'Amérique, c'est un grand peuple et un grand pays. La question est de savoir si les États-Unis d'Amérique nous regardent comme une puissance avec une autonomie stratégique. C'est ça la vraie question qui est posée pour l'Europe aujourd'hui. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Nous devons nous regarder avec lucidité, quand bien même celle-ci est cruelle. Je ne crois pas, très sincèrement aujourd'hui, que la Chine ou les États-Unis d'Amérique pensent que l'Europe est une puissance avec une autonomie stratégique comparable à la leur. Je ne le crois pas. Et je crois que si nous ne parvenons pas à construire cela, nous nous préparons des lendemains moroses. Et donc comment construire cette véritable souveraineté européenne? Eh bien en répondant aux défis dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, en faisant de l'Europe le modèle de cette refondation humaniste de la mondialisation. C'est ça le défi qui est le nôtre. Et c'est ça, exactement, le débat qui est posé aujourd'hui au peuple européen dans le cadre des élections qui adviennent. Il y a le choix clair, d'un côté, l'Europe n'est pas efficace, elle ne répond plus à ces défis de la mondialisation, ça n'est pas totalement faux. Elle n'a pas d'autonomie stratégique, il faut donc la désagréger. Alors, les plus sophistiqués vous diront, nous sommes pour la désagréger, sauf lorsqu'elle nous apporte quelque chose. Parce que l'Italie est contre l'Europe qui n'est pas solidaire sur le plan migratoire, mais elle est pour l'Europe des fonds structurels, lorsque j'écoute certains ministres. Le président du Conseil italien le sait bien d'ailleurs, il est sur une ligne beaucoup plus structurée. L'Europe de la Hongrie, elle n'a jamais été contre... la Hongrie de Viktor Orban, elle n'a jamais été contre l'Europe des fonds structurels, de la politique agricole commune, mais elle est contre l'Europe quand il s'agit de tenir de grands discours sur la chrétienté. Bon. Et donc il y a une voie claire de l'opportunisme européen, mais du nationalisme revendiqué. Désagrégeons cette structure bureaucratique, elle ne nous apporte plus rien. Nous faisons semblant d'oublier ce qu'elle nous apporte et assumons une ligne claire. De l'autre côté, il nous faut porter une ligne, là aussi, claire. Celle d'une volonté de souveraineté européenne. En quoi et comment l'Europe peut apporter seule une réponse à nombre de nos défis? Et je crois que c'est le cas. Et je crois que c'est tout particulièrement le cas pour ce qui est de la crise politique aujourd'hui qui sévit en Europe. Je parle de crise politique parce que les sujets dont nous avons parlé tout l'été en matière de migration sont avant tout une crise politique. L'Europe a eu à subir en 2015 une vraie crise migratoire, quand des millions d'Afghans, de Syriens sont venus en raison des conflits. L'Europe a eu à subir, il y a un peu plus d'un an, une vraie crise migratoire venant de Libye. Mais ces flux ont été vite divisés par 10. Ces dernières semaines, ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise politique. Celle de la capacité, justement, à répondre à ce défi. Sur ce sujet, il faut regarder les choses en face. Pourquoi avons-nous cette crise politique européenne, et en particulier italienne? Parce qu'il n'y a pas eu de solidarité européenne. Pourquoi avons-nous une crise politique en Grèce, naguère? Parce qu'il n'y avait pas eu de solidarité européenne. C'est pour ça que j'ai toujours lié la solidarité européenne avec une vraie politique de souveraineté. Et donc ce qui arrive en Italie, nous l'avons produit, politiquement, par notre absence de solidarité. Est-ce que cela excuse les discours xénophobes, les facilités? Je ne le crois pas. Et je crois que, d'ailleurs, ces mêmes xénophobes n'apportent aucune solution au mal qu'ils dénoncent. Parce qu'ils aillent chercher la solidarité de ceux dont ils veulent se séparer. En bien leur face, ça ne marche pas souvent. Et d'ailleurs, tous ceux qui portent une voix nationaliste ou unilatérale s'entendent très bien pour dénoncer l'Europe, s'entendent rarement pour trouver des solutions communes, y compris pour eux-mêmes. Les axes dont on nous parle n'apportent aucune solution. Aucune. Et donc, sur ce sujet, je crois que la France, avec les partenaires constructifs et la Commission européenne, doit contribuer à mettre en place un dispositif pérenne, respectueux des principes humanitaires et du droit, solidaire et efficace. Ce qui veut dire que nous ne devons ni ne pouvons sortir du droit d'asile tel que nous l'avons pensé. J'écoute chaque jour les discours qui disent « Ne prenez pas les gens, ne les acceptez pas, c'est de la faiblesse, de la bonne volonté ». La France, et je m'en félicite, fait partie des pays qui, durant la crise politique de cet été, a accueilli le plus de réfugiés, 250. Je vous invite à garder en mémoire la proportion de ces chiffres.
mais parce que sur la base des 5 missions de l'OFPRA que nous avons organisées, nous les avons identifiées comme relevant du droit d'asile. Mais qui sont les responsables politiques responsables? Fondamentalement lucides, qui peuvent nous expliquer qu'on devrait renoncer au respect du droit d'asile en France et en Europe. Mais ce droit d'asile, il est dans notre Constitution, nous Français. Il est dans tous nos textes européens. La clé, simplement, c'est d'accepter cette différenciation. Il y a ceux qui relèvent du droit d'asile, qu'il faut accueillir de manière inconditionnelle, en ayant la bonne organisation, avec l'autre rive de la Méditerranée et avec le reste de l'Afrique. Et il y a ensuite une politique d'immigration à construire au niveau européen, avec l'Afrique, pour éviter, réduire, maîtriser les flux migratoires liés à des migrations économiques et organiser un retour beaucoup plus efficace de ces derniers. C'est le sens même de la loi qui sera promulguée dans quelques jours et que nous avons prise pour la France. C'est le sens même de l'action que nous portons en Europe et du partenariat que nous voulons construire avec l'ensemble des États africains, comme nous avons commencé à le faire à Abidjan à la fin de l'année dernière, dans le dialogue entre l'Union européenne et l'Union africaine, à Paris, il y a 1 an, jour pour jour, avec l'Union africaine et nombre de pays d'origine et de transit, et avec nombre de nos partenaires. C'est cela, la bonne réponse à la crise migratoire. C'est donc une politique européenne, exigeante, qui respecte nos valeurs, mais qui, parce que nous aurons trouvé les règles communes d'une protection aux frontières et d'une solidarité interne, sera enfin efficace. La France a un défi migratoire. Nous sommes le pays qui a eu à recevoir quasiment le plus de demandes l'année dernière, le 2e pays de demandes d'asile, un peu plus de 100 000. Mais aucun n'est arrivé par des routes dites primaires. C'est l'incapacité de l'Europe à gérer le sujet migratoire qui fait que nous avons eu autant de demandes d'asile. Et donc, j'invite toutes celles et ceux qui tiennent des discours sur ce sujet à regarder la réalité des faits. Si nous avons une organisation plus efficace au niveau de l'Europe, alors nous avons une partie de la réponse à nos propres défis et parfois à nos propres craintes. Mais il faut le construire de manière durable, exigeante, avec l'ensemble des partenaires concernés. Mais plus largement, vous l'avez compris, sur chacun de ces sujets, je plaiderai pour que l'Europe puisse être cette puissance qui, comme je viens de le dire pour le sujet des migrations, eh bien, construira les solutions auxquelles nous croyons dans la mondialisation. Une puissance économique et commerciale à travers une zone euro plus forte, une défense de nos intérêts stratégiques et commerciaux, une indépendance financière avec des mécanismes que nous devons proposer, et c'est la demande que nous avons faite à la Commission, pour asseoir l'autonomie financière de l'Europe et mettre enfin fin à l'extraterritorialité de certaines décisions financières et monétaires. Une puissance économique et commerciale qui construira la convergence fiscale et sociale en son sein. Je veux une Europe qui soit puissance numérique et de l'intelligence artificielle, à travers les initiatives que nous avons commencé à prendre, d'un fonds pour les innovations de rupture, d'un vrai marché unique du digital, d'une taxation juste des acteurs du numérique. Une Europe puissance écologique, alimentaire et sanitaire, qui permettent partout en Europe de garantir les mêmes droits d'accès à une nourriture saine et à un environnement plus sain. Cette vision-là, nous la portons. La mener seule au milieu d'autres acteurs européens qui ne la suivent pas est impossible. C'est au niveau européen que nous devons mener et que nous mènerons jusqu'à son terme le combat pour la fin du glyphosate que la France a initié. Je le rappelle, et sans la France, c'était 15 ans d'autorisation qui étaient à nouveau octroyés au glyphosate partout en Europe. Mais également pour un prix unique du carbone, pour une vraie souveraineté énergétique, pour une vraie stratégie du renouvelable. Je crois à cette vision d'une Europe où, à l'heure des choix qui est le nôtre, il y a la possibilité, pour un humanisme progressiste en Europe, je crois qu'il y a la possibilité pour un chemin qui permettra de faire pleinement percevoir à nos concitoyens que l'Europe, sur nombre de sujets qui les inquiètent, n'est pas simplement une partie de la réponse, mais le cœur de notre autonomie stratégique, le cœur de la réponse que nous pouvons apporter à nos peuples et vis-à-vis de nos partenaires. Nous devons écrire et raconter l'histoire de l'Europe que nous voulons,
en démontrer les résultats concrets, afin de convaincre nos concitoyens que la voie de la coopération en Europe, dans le monde, est la seule qui puisse conduire à des relations de confiance mutuelle dans l'intérêt de la France. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je vous ai présenté nos priorités pour l'année à venir, autour de ces 4 piliers que j'avais définis l'année dernière. Vous les mettrez en œuvre sous la conduite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, que je remercie à nouveau du travail sans relâche qu'il effectue, à Paris et autour du monde, efficacement épaulé par Nathalie Loiseau et Jean-Baptiste Lemoyne et par tous les agents du Quai d'Orsay au service de notre pays. Je souhaite ici vous exprimer à tous ma gratitude pour le dévouement, les compétences, l'intelligence, l'engagement et le courage. Sur chacun des enjeux que je viens de décrire, la bataille n'est pas gagnée. Et la France, parfois, semble avoir une voie solitaire. En tout cas, c'est ce que certains dénoncent ou voudraient railler. Je ne crois pas que cette voie soit solitaire. Je crois qu'elle est attendue. Je crois qu'elle est souhaitée. Et je crois qu'elle est fidèle à ce qu'est notre histoire. Je crois qu'elle doit rompre aussi avec des habitudes ou des automatismes. Et qu'elle doit chercher partout cette exigence qui nous est imposée. Il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, Solzhenitsyn prononçait à Harvard un très grand discours. On a appelé après le déclin du courage. Et il disait déjà à peu près tout de ce que je viens de décrire. Sur la fragilité du monde occidental qu'il avait pourtant découvert et qui était perçu comme le lieu de toutes les promesses. Ce que nous devons enrayer aujourd'hui, c'est précisément le déclin du courage. Et donc, pour y faire face, notre vocation est, partout, et c'est ce que j'attends de vous, d'être une puissance médiatrice. Une puissance diplomatique, militaire, culturelle, éducative, nationale et européenne, mais d'être toujours médiatrice. Médiatrice, ça veut dire que la France ne renonce jamais à porter sa voix, mais qu'elle cherche toujours à construire des alliances sur cette base. Ça n'est pas une puissance de compromis, ça n'est pas une puissance médiane, c'est une puissance de médiation. Celle qui justement cherche à bâtir cet ordre international qui seul, je le crois très profondément, nous permettra de rendre un peu plus humaine et humaniste la mondialisation qui est la nôtre. Je sais pouvoir compter sur vous, parce que votre engagement au quotidien pour notre pays est l'ADN de votre métier et votre fierté. Je vous en remercie. Voilà, 1h30 de discours du chef de l'État Emmanuel Macron en direct depuis l'Élysée. Vous l'avez suivi en direct sur France Info devant les ambassadeurs pour sa rentrée au début de cette année, on peut dire deuxième saison du quinquennat Macron, en deux du quinquennat pour le chef de l'État. Beaucoup de choses ont été dites, 1h30 de discours, c'est 10 minutes de plus que celui de l'an passé. On va en parler bien sûr autour de la table, toujours avec nous Gilles Bernstein, éditorialiste politique pour France Info. Notre invité également Didier Villon, directeur adjoint de l'IRIS, et Soraya Kaloun toujours avec nous bien sûr. On le disait, beaucoup de choses ont été dites. Tout d'abord, en préambule, on peut dire Emmanuel Macron qui a c'est un peu présenté, en tout cas a entamé son discours avec, je dirais, cette posture de patron de la Startup Nation, finalement, avec cette notion de compétitivité dans le monde. Oui, effectivement, il a répété ce qu'on a déjà souvent entendu, mais ce que je trouve pour ma part, c'est que ce discours manquait singulièrement de souffle. Lors de son premier discours à la conférence des ambassadeurs il y a un an, puisqu'il venait juste de prendre ses fonctions, il y avait eu un souffle. On pouvait être en désaccord ou en accord avec ce qu'il expliquait. Il y avait quand même des perspectives. Et puis, il y avait toute cette dynamique, en tout cas prétendue telle, du gaulo-mitterrandisme ou du retour du gaulo-mitterrandisme. Aujourd'hui, il n'en est plus rien. Je me souviens aussi sur l'Europe qu'il a fait 2 discours marquants, l'un à Athènes, l'autre à la Sorbonne, absolument, qu'il a aussi, indépendamment du degré d'accord ou de désaccord qu'on pouvait avoir, était porteur d'une vision de projet. Je ne le retrouve pas aujourd'hui. Et finalement, ce qui désarçonne un petit peu, outre la longueur, 1h29 de discours, c'est le fait que c'est en quelque sorte une dissertation
d'un bon étudiant, où il fait, ma foi, une sorte de panorama, de portrait du monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui, mais un chef d'État, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait une dissertation. Vous me pointez du doigt une forme de passivité du chef de l'État, c'est ça finalement, de dresser un panorama, mais passivité, c'est pas le discours d'un acteur. Absolument, dans le monde, c'est une description, c'est parfois une analyse, pas toujours, mais en termes de propositions concrètes, beaucoup de vœux de bonne volonté, mais peu de choses très pratiques, concrètes. Il nous rappelle par exemple les vertus du multilatéralisme. Personne ne peut être contre ce nécessaire rappel du multilatéralisme. Mais concrètement, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec un certain nombre de décisions, notamment du président Trump, quels sont les contrefeux? Quelles sont les alliances tactiques? Quelles sont les propositions? Quelles sont les initiatives? Il y en a, ma foi, très peu. C'est peut-être là, principalement, que le discours aux ambassadeurs pêche cette année, parce qu'on attendait autre chose. En réalité, les ambassadeurs, quand ils viennent à Paris à la fin du mois d'août, traditionnellement, c'est pour avoir une feuille de route la plus précise possible. Nous n'avons pas de feuille de route. On se souvient d'Iliou, de cette une du Time, du magazine américain. C'était en novembre 2017 qui posait Emmanuel Macron comme leader, une un peu qui se moquait un peu du président leader de l'Europe, mais à condition qu'il fasse un peu aussi son travail en France, qu'il dirige la France. Il y avait le Brexit à l'époque et il y avait aussi Angela Merkel très fragilisée. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées en un an? Oui, bien évidemment. Toute la dynamique européenne qu'avait voulu initier Macron n'ont pu se réaliser. Ce n'est pas de sa faute, pour le coup, pour les raisons que vous venez de rappeler. L'Allemagne plus la Grande-Bretagne, c'était évidemment difficile. Et donc, les propositions qu'il avait pu formuler il y a maintenant un an n'ont pu se réaliser. Ça, ma foi, c'est une donnée objective dont la France n'est pas responsable. Pour autant, les grandes déclarations sur les valeurs européennes, Alors, il y a un aspect qui est intéressant, c'est l'Union européenne comme acteur stratégique. Il l'a répété à de multiples reprises dans ce discours. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'est appuyé sur les décisions qui ont été prises il y a quelques semaines sur les enjeux de défense européenne. J'attends de voir. Mais là aussi, il répète ce qui a déjà été décidé, et c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Quand il nous parle de l'Union européenne comme acteur stratégique, je pense, et c'est toujours ce problème récurrent, c'est qu'il sous-estime, mais c'est volontaire, qu'au sein de l'Union européenne, les différentes composantes, les différents États membres n'ont pas le même projet stratégique, n'ont pas le même rapport aux États-Unis, n'ont pas la même volonté de construire une Europe de la défense. Donc toutes ces questions qui sont en réalité le nœud des difficultés de l'Union européenne, il s'est contenté aujourd'hui de donner des réponses générales qui ne sont pas forcément fausses, mais qui sont générales. La France est-elle quelque part toujours la puissance majeure dont la voix pèse finalement sur la scène internationale? C'est plus le cas. On l'a vu, on a entendu Emmanuel Macron se féliciter quelque part de ce rapprochement, de la détente des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, par exemple. Et ne plus dépendre des Américains en question de sécurité. C'était plutôt l'œuvre de Donald Trump finalement, lui qu'on n'attendait absolument pas justement sur ce terrain de la réconciliation. À la fin, si je puis me permettre un mot, à la toute fin du discours, il a dit « Je voudrais que la France soit une puissance de médiation ». Oui. Et quand il dit une puissance de médiation, ça répond à votre question. On était habitué, dans l'optique gaulo-mitterrandienne dont vous parliez, que la France soit une puissance leader, une puissance qui impose sa vision au monde. Une puissance de médiation, alors il a bien pris, parce qu'effectivement il y avait un danger, il a pris soin de dire « La médiation, ce n'est pas le compromis ». Alors d'accord, la médiation, ce n'est pas le compromis, mais enfin, la différence est quand même assez ténue. Ben voilà, une présence de médiation, ça répond à votre question. C'est-à-dire, on est à la croisée des chemins entre Trump et Poutine, entre la Chine et Erdogan. Et puis, on parle à tout le monde, parce qu'il a redit qu'il voulait parler à tout le monde. On parle à tout le monde pour essayer de favoriser des solutions. Alors, peut-être pas de compromis, mais de médiation. Donc non, vous l'avez dit. Dans la voie d'Emmanuel Macron, eh bien, la France n'est plus une puissance leader de la diplomatie mondiale. Merci beaucoup, Gilles Branstein, vous restez avec nous. Merci infiniment, Didier Villon, d'avoir été notre invité, directeur adjoint, je le rappelle, de l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous sur France Info. Vous restez avec nous, on fait un point sur le ciel. À tout de suite. Bonjour
Bonjour à tous, les nuages resteront nombreux sur toute la moitié nord du pays sous la perturbation, avec d'ailleurs quelques gouttes de pluie attendues de l'estuaire de la Gironde jusqu'au nord-est. Le soleil continuera de briller sur toute la moitié sud. Les températures sont en hausse cet après-midi, avec de la chaleur attendue dans le sud-ouest, 30 degrés à Toulouse, ainsi que du côté de Lyon. Pour demain matin, l'impression restera favorable, avec des nuages un peu plus nombreux, du Val-de-Saône jusqu'à l'Alsace, ainsi qu'en Bretagne et sur la pointe du Cotentin. Partout ailleurs, un ciel voilé. Puis dans l'après-midi, on attend une dégradation par l'ouest du pays qui pourrait donner de bons coups de tonnerre, des orages assez violents, notamment sur le sud-ouest et sur la Bretagne. Les températures en matinée restent plutôt douces, avec 8 degrés du côté de Reims, 17 degrés à Bordeaux. Et puis dans l'après-midi, la chaleur va gagner les régions centrales, 33 degrés à Clermont-Ferrand et 34 degrés à La Rochelle. Bon après-midi à tous. Cosa è quando si manifesta da bambino, che ci sono tante cose da fare con la psichiatria o per vedere come sono le cose. Un'altra cosa è quando si manifesta un po' dopo 20 anni o cose del genere, no? Beaucoup de réactions après les mots chocs du pape sur l'homosexualité. En France, les associations de défense des droits LGBT dénoncent des propos irresponsables qui renvoient à l'idée que l'homosexualité est une maladie. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. Les titres de l'actualité avec vous, Soria Khaldoun. Avec, vous l'avez peut-être suivi sur France Info, le chef de l'État qui fait sa rentrée diplomatique ce lundi en ouvrant la conférence annuelle des ambassadeurs, Emmanuel Macron, qui a tracé ce matin la feuille de route pour l'année à venir sur le plan de la politique étrangère. Un discours d'1h30, décryptage avec notre éditorialiste politique Gilles Bornstein dans un instant. Il y a un an, un fait divers marquait la France. L'affaire Maëlys, la famille de l'enfant organise cet après-midi à 15h une marche blanche à Pont de Beauvoisin. Son meurtrier présumé, Nordal Lelandais, est toujours en détention provisoire. Et puis 2 morts, 11 blessés. Nouvelle fusillade hier aux États-Unis. Le tireur présumé, âgé de 24 ans, s'est suicidé. Les faits se sont déroulés à Jacksonville, en Floride, lors d'un tournoi de jeux vidéo. Les élections européennes en ligne de mire pour Emmanuel Macron, qui a donc reçu ce matin les ambassadeurs français. Soria, 1h30 d'un discours fleuve, on peut le dire. Un discours d'ouverture devant donc l'ensemble du corps diplomatique, conférence annuelle donc des ambassadeurs, je vous le disais. Emmanuel Macron qui s'envolera ensuite pour une visite officielle au Danemark puis en Finlande. Fin septembre, il s'exprimera à la tribune des Nations Unies. Donc ce matin, il s'est d'abord exprimé devant l'ensemble des ambassadeurs et des ambassadrices de France. Et toujours avec nous, bien sûr, Gilles Bornstein, éditorialiste politique pour France Info. Beaucoup de choses ont été dites ce matin par le chef de l'État, avec un message notamment, on le disait, à quelques mois d'une échéance cruciale, les élections européennes. Emmanuel Macron qui a affirmé vouloir, en tout cas pour les Européens, qu'on s'affranchisse finalement des Américains en matière de sécurité. On va peut-être l'écouter, justement, on va réagir juste après. L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls États-Unis. C'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne. Nous devons tirer toutes les conséquences de la fin de la guerre froide. Des alliances ont aujourd'hui encore toute leur pertinence, mais les équilibres, parfois les automatismes sur lesquels elles s'étaient bâties, sont à revisiter. Et cela suppose aussi pour l'Europe d'en tirer toutes les conséquences. Il fait du judo, en fait, le président de la République. Il fait d'une faiblesse une force. La faiblesse, c'est ses rapports avec Donald Trump. Il a beau avoir fait de la calinothérapie, avoir épousseté ses pellicules à la Maison-Blanche, on voit que ça ne se passe pas comme il veut. Donald Trump est sorti de l'accord de Paris, il a dénoncé l'accord iranien, il impose des sanctions commerciales, il a sabordé le G7. Bref, ça ne va pas avec les États-Unis. Il l'entérine et il dit, puisque ça ne va pas avec les États-Unis, maintenant, il faut bâtir une puissance alternative aux États-Unis sur qui on ne peut plus compter. Il dit à ses partenaires européens, en vue des européennes, mettons-nous d'accord, bâtissons une force, parce que nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis pour nous répondre. Il met cet échec relatif vis-à-vis de Donald Trump au service de son projet européen, bâtir cette force des progressistes ensemble pour faire une Europe plus forte, y compris
en vue des élections européennes de mai prochain. Merci beaucoup Gilles Bornstein pour cette analyse. Ces propos, on en vient à ces propos.